This is the convicted Madonna stalker trying to figure out how to live this life. Avril 1995. Madonna est au sommet du hit parade. La reine de la pop est connue dans le monde entier pour ses prestations sulfureuses sur scène. Dans sa majestueuse résidence sur les hauteurs d'Hollywood, Basil Steve Stevens, le chef de la sécurité, est en alerte, après avoir vu un homme s'introduire sur la propriété de la chanteuse. Je m'appelle Basil Steve Stevens et je dirige une entreprise de sécurité rapprochée. Dans les années 90, j'étais chef de la sécurité dans la propriété de Madonna à Hollywood. Stevens surveillait les images de sécurité quand il a vu Hoskins se tenter de s'introduire sur la propriété. Je l'ai vu jeter ses sacs par-dessus la grille. Steve le voit et se dit « ça ne se passera pas comme ça ». Puis il appelle les renforts. Sur les images de vidéosurveillance qu'on a récupérées, on peut voir l'intrus grimper sur l'auvent. C'est absolument incroyable. Une vraie gazelle. Il saute et atterrit de l'autre côté. Pourtant, c'était quelqu'un d'assez imposant. Et Steve ne le quittait pas des yeux. J'ai appelé la police pour signaler la présence d'un intrus sur la propriété de Madonna. Il s'est jeté sur moi, je n'avais aucune échappatoire. On s'est battu et il a serré les mains autour de ma gorge. Steve crie dans l'espoir que les renforts soient arrivés. « Il va prendre mon pistolet !» Hoskins a un passé violent, non seulement avec la police et les inconnus, mais également avec sa propre famille. Stevens a mis sa vie en danger en se battant avec lui. J'ai senti une décharge d'adrénaline et là, je vais pour prendre mon arme. La maison de Madonna a été prise d'assaut par un fan dangereux. Mais 20 ans avant de devenir l'homme qui allait terroriser la star, Robert était un jeune garçon perturbé grandissant dans l'Oregon, dans un climat familial particulièrement violent. Robert Hoskins a eu une enfance terrible. Son père le battait avec un fouet. Sa famille était extrêmement violente. Il était harcelé à l'école. Il se faisait battre par son père. Nous savons qu'il a été hospitalisé pendant plus d'1 an suite à un accident de la route qui lui a causé un important traumatisme crânien. D'après son frère, il s'est ouvert le doigt à l'âge de 14 ans et il est devenu accro à la morphine. Il avait beaucoup de mal à contenir sa colère. Les corrections que lui infligeait son père et le comportement très aléatoire de celui-ci avec le reste de la famille en général ont développé une peur et une anxiété constantes chez Robert. De l'autre côté du pays, la Madone grandit dans un environnement bien différent et s'efforce de sortir du carcan de son milieu modeste. Madonna a grandi à Bay City dans le Michigan. Elle était au milieu de 5 frères et sœurs. Son père était ingénieur automobile pour Chrysler. Sa mère était une femme d'origine canadienne qui malheureusement est décédée quand Madonna n'avait que 5 ans. Son père s'est remarié et Madonna n'a pas vraiment apprécié. Ça a été en quelque sorte le déclencheur de sa rébellion. Elle était très intelligente, mais aussi très rebelle. Une mère apprend à sa fille ce que c'est que la féminité, de devenir une femme, et Madonna n'a rien connu de tout ça. Elle a dû se créer sa propre définition de la féminité et du comportement qu'une femme doit avoir. Elle voulait attirer l'attention de son père, des garçons, et être la meilleure pour qu'on la remarque. Madonna est hantée par la mort de sa mère. Elle découvre la danse qui devient l'exutoire artistique idéal pour satisfaire sa soif de reconnaissance. Madonna était pom-pom girl au lycée. Elle s'amusait à faire la roue dans les couloirs entre les cours. Puis, elle a décidé qu'elle irait à New York et qu'elle deviendrait quelqu'un. Elle était déterminée à devenir plus célèbre, ou du moins d'avoir de plus grandes ambitions que toute autre personne de son entourage. Madonna se fait une place tant bien que mal à New York et intègre la scène underground où elle fait ses débuts en tant que musicienne. Elle devient chanteuse et batteuse pour un groupe de rock du nom de Breakfast Club. Au fil des rencontres, elle finit par sortir avec un certain Jelly Bean Benitez, grand DJ et producteur disco à l'époque. Elle s'installe avec lui et c'est là que sa carrière musicale décolle sérieusement. Elle est repérée par Seymour Stein. Seymour Stein était le fondateur du label Sire Records. Il a vu Madonna et il s'est dit qu'elle était vraiment unique. Il était tellement déterminé à la faire signer qu'il lui a demandé de venir le voir alors qu'il était à l'hôpital. Et depuis son lit, ils ont conclu un contrat et elle est entrée chez Sire Records. C'est ce qui a lancé la Madonna qu'on connaît aujourd'hui. Madonna sort son premier album qui, une fois diffusé, changera sa vie pour toujours.
En 1982, Madonna sort Borderline et Holiday qui font un carton. C'était le début de la gloire. À l'époque, dans une émission de variété où on lui a demandé quelles étaient ses ambitions, elle a répondu « diriger le monde ». Madonna a tout de suite explosé parce qu'on n'avait jamais connu quelqu'un comme elle. Elle a réussi à surfer sur une nouvelle vague. On était à la fin de l'ère du New Wave, et cet entre-deux a permis à beaucoup de gens un peu décalés, excentriques et très télégéniques de devenir célèbres. Le pouvoir et la célébrité dont rêvait Madonna sont devenus réalité. Le jeune homme perturbé qui allait tester ses limites, lui, est désormais devenu un adulte aux problèmes psychologiques de plus en plus inquiétants. Les enfants qui grandissent dans des foyers violents développent des troubles psychotraumatiques complexes. Ils se traduisent généralement à l'âge adulte par une grande difficulté à gérer les facteurs de stress dans leur vie. Il était agressif et violent avec sa famille. Il était marié et avait 5 enfants, mais il les battait, si bien que sa femme a quitté l'État avec eux pour s'éloigner de lui. Puis il a développé des troubles délirants. Des membres de sa famille ont remarqué un changement dans son comportement quand il a commencé à fantasmer sur Madonna. Il prétend qu'un jour, Madonna l'a pris en stop, qu'ils ont fait la fête ensemble et qu'il a couché avec elle. Pendant ce temps, Madonna continue de défrayer la chronique et la scène musicale aux côtés des plus grandes stars de la pop. Madonna ne serait sans doute pas devenue Madonna si son arrivée sur la scène musicale et son ascension n'avaient pas commencé dans la foulée du lancement de la chaîne MTV et de l'âge d'or du clip musical, 2 tremplins qui permettent de vendre des millions de disques. L'époque de Like a Virgin, c'est la naissance de la Material Girl. Ça fait plus de 30 ans aujourd'hui qu'elle est connue à travers le monde comme la Madone. Elle a chanté Like a Virgin lors de la première cérémonie des MTV Awards. Elle était provocante et très à l'aise avec sa sexualité. Son nom était sur toutes les lèvres. Tout le monde se demandait qui était cette femme et pour qui elle se prenait. Et ça a marché en sa faveur. C'était un risque calculé. Est-ce que je peux me permettre d'être excentrique? Est-ce que je peux repousser les limites de la sexualité féminine? Et est-ce que tout cela peut m'aider à atteindre mon objectif? La réponse, on la connaît, c'est oui. Pendant que Madonna gravit les échelons, Robert Dewey Hoskins emprunte un chemin de plus en plus dangereux et obscur. Le harcèlement est une pathologie liée à l'attachement parce que la personne ne cherche pas à se rapprocher de quelqu'un qui a des sentiments pour elle. Elle cherche à se rapprocher de quelqu'un qui ne veut pas d'elle. C'est assez remarquable qu'on puisse rechercher une proximité avec une personne qui vous rejette continuellement. Nous avons recensé plusieurs incidents qui prouvent ses difficultés à gérer sa colère et à contenir ses pulsions. On peut relier ses comportements à son cadre familial violent quand il était enfant. Hoskins et Madonna semblent évoluer dans 2 mondes différents, mais leurs chemins ne vont pas tarder à se croiser. Les autorités de l'Oregon et de Californie connaissaient bien le dossier Hoskins. Il avait déjà fait preuve d'un comportement violent au cours de plusieurs incidents. Cet homme était tellement déséquilibré et dangereux qu'à mon avis, l'endroit le plus sûr pour lui, c'était derrière les barreaux. Alors que les années 80 laissent place aux années 90, dans l'Oregon, Robert Hoskins, un homme traumatisé par un lourd passé, sombre dans les ténèbres de son esprit dérangé. À des milliers de kilomètres de là, de l'autre côté des États-Unis, Madonna poursuit son ascension et confirme son statut de superstar. Vouloir devenir célèbre est une chose, mais s'en donner les moyens, c'en est une autre. Peu de personnes peuvent se vanter de réussir à atteindre cet objectif. Mais elle en fait partie parce qu'elle avait le talent, elle avait la motivation et elle avait un besoin presque pathologique d'être populaire et de devenir célèbre. La popularité et le succès grandissant de la chanteuse s'accompagnent d'une attention accrue de la part des médias. Son bref mariage avec le bad boy d'Hollywood, Sean Penn, ne fait qu'attiser le feu des projecteurs. L'épisode Sean Penn est assez intéressant. C'est le genre de rapprochement qui se fait quand 2 célébrités décident que personne d'autre ne peut vraiment comprendre ce qu'elles sont en train de vivre. Alors elles s'en remettent l'une à l'autre. Ensemble, ils tournent Shanghai Surprise, un vrai flop. Mais elle est superbe dedans. Je crois qu'à cette époque, Sean Penn n'hésitait pas à en venir aux mains, surtout quand il s'agissait des paparazzi. Leur couple faisait constamment la une des tabloïds. Ils vivaient dans une bulle, lui la star de cinéma hollywoodien et elle la superstar de la pop. On est bien loin de la vie de couple classique. Quand sa relation avec Sean a commencé à se dégrader, elle a dû choisir entre sa carrière et sa relation avec lui. Et le choix a été vite fait. 1991. Madonna a 3 albums certifiés platine à son actif lorsque sort In Bed with Madonna. Le documentaire controversé confirme sa scandaleuse réputation.
Ce documentaire a beaucoup fait parler de lui dès sa sortie. On n'avait jamais rien vu de tel au cinéma. Il a révolutionné le monde de la pop. La vision que tout le monde avait des prestations sur scène a changé pour toujours grâce aux images filmées sur sa tournée. Ce documentaire a érigé Madonna en véritable modèle de courage et d'ambition pour de nombreuses femmes à travers le monde. On y voit une femme qui mène d'une main de fer sa carrière, sa musique, son image et sa vie. Je pense que ça nous a donné une toute nouvelle perspective de la personnalité de Madonna. Elle n'était pas une simple pop star pétillante qui change de style comme de chemise. C'était une femme qui avait le contrôle total de sa vie et de son avenir. Madonna surfe sur la vague de la controverse et du succès et devient une icône dont le fan club ne fait que grandir. Robert Dewey Hoskins, lui, se forge sa propre réputation auprès de la police. Les autorités de l'Oregon et de Californie connaissaient bien Hoskins parce qu'ils avaient déjà eu affaire à lui au cours d'incidents mineurs de la route qui se transformaient souvent en altercations avec les officiers de police. Il avait déjà fait preuve d'un comportement violent au cours de plusieurs incidents. Son passif professionnel et son passif relationnel étaient très instables. Michael, le frère de Robert Hoskins, m'a raconté qu'une fois, il a essayé de frapper un officier de police à la tête avec une barre de fer. Il s'est fait embarquer et quand il était dans sa cellule, il n'arrêtait pas de mettre la tête dans les toilettes, de tirer la chasse et de crier qu'il voulait se noyer. Ce pauvre homme a complètement perdu la tête. La preuve en est qu'il s'en est sorti en plaidant la démence. Hoskins collectionne les ennuis. En 1994, il voit son monde s'écrouler autour de lui. Sa femme demande le divorce et part avec leurs 5 enfants. Son obsession pour Madonna semble avoir vu le jour environ 1 an avant qu'il ne s'introduise dans sa propriété. À cette époque, il vivait avec son frère et sa belle-sœur. Il logeait chez eux, dans leur ferme dans l'Oregon. Son frère dit qu'il prenait beaucoup d'amphétamines et qu'il ne supportait plus son comportement à la ferme. Quand on consomme de l'amphétamine de façon régulière, on peut développer ce qu'on appelle une psychose toxique amphétaminique. Le patient est convaincu de faits très précis mais erronés. La consommation de drogue le fait délirer. Le comportement d'Hoskins n'est plus seulement étrange, il est dangereux. Pour la première fois, il révèle son obsession grandissante pour Madonna. Il a raconté à des membres de sa famille qu'un jour Madonna l'avait prise en stop, qu'ils avaient fait la fête ensemble et qu'il avait couché avec elle. Il disait aussi qu'il avait été plusieurs fois à Los Angeles rendre visite à Madonna chez elle et qu'ils s'étaient mariés. Un jour, il a déclaré que Madonna était sa femme, qu'il avait vu Dieu et que Dieu lui avait dit qu'ils étaient destinés à être ensemble pour la vie. Robert Hoskins a été reconnu schizophrène. Les patients qui ont subi de gros traumatismes crâniens sont plus souvent sujets à des troubles convulsifs et ils développent des formes de démence plus jeunes. Ils sont souvent atteints de psychose et il semblerait que ces symptômes correspondent au comportement de Robert Hoskins. Nous avons affaire à un homme qui, avant de devenir le harceleur de Madonna, n'avait jamais eu d'emploi fixe et avait des antécédents criminels violents avec la justice. Il venait de se faire rejeter par son frère et sa belle-sœur. Sa femme l'avait quitté. Elle avait pris leurs enfants. Dans tous les aspects de sa vie, il était perdant sur toute la ligne. Il ne faut pas négliger les conséquences terribles et tragiques de la schizophrénie. Cette maladie peut être un véritable enfer pour le patient, tout comme pour les personnes qui l'entourent. Nous savons que d'un point de vue scientifique et biologique, il y a des différences notables entre les personnes atteintes de schizophrénie, de bipolarité ou de troubles similaires et les personnes qui ne le sont pas. On remarque des déséquilibres chimiques et parfois des différences de structure dans le cerveau selon la maladie. Est-ce que nous avons tout compris du fonctionnement et de l'évolution de ces maladies? Pas vraiment. Est-ce que nous avons des médicaments efficaces pour les traiter? Parfois. Souvent même. Mais même avec un traitement adapté, certaines personnes ne guérissent jamais totalement. Le traitement de ces maladies est un domaine en constante évolution. Dans un brouillard de désillusions et d'amphétamines, Robert Hoskins élabore un plan pour se rapprocher de l'objet de son désir, la Madone en personne. Quand cet homme a débarqué, j'étais dans ma chambre où j'avais une télé, mais aussi 3 écrans de vidéosurveillance. C'est là que je visionnais les images de sécurité filmées dans toute la propriété. J'ai regardé un des écrans et j'ai vu un homme jeter des sacs par-dessus le grillage.
J'ai pris mon arme à feu et je suis descendu pour l'accueillir. Los Angeles, 1992. La reine de la pop continue son ascension musicale avec la sortie d'un nouvel album. In Bed with Madonna est sorti au cinéma en 1991. L'année d'après, Madonna sort son album Erotica. C'est un album assez controversé, ouvertement sexualisé, dans lequel la musique et le look de Madonna avaient beaucoup changé. Elle est beaucoup plus sexy alors. Et elle sort un livre érotique qui n'est ni plus ni moins que du porno soft. Madonna s'achète un pied-à-terre sur les collines d'Hollywood et sa vaste demeure devient rapidement une attraction incontournable sur les cartes distribuées à travers la ville. À Hollywood, il y a des gens sur le bord de la route qui vendent des cartes situant les maisons de stars dans la ville. Ces célébrités n'y vivent plus forcément, mais y ont habité dans les années 20, 30, 40, 50. C'est quand même étrange quand on y pense que n'importe qui puisse dire à des inconnus là où telle personne habite. Pendant que Madonna prend ses quartiers dans son manoir au Perché, Robert Hoskins vagabonde dans la ferme de son frère dans la campagne de l'Oregon. Mais en avril 1995, il décide de partir direction le soleil de la Californie, et plus exactement Hollywood et la maison de Madonna. Dans les années 90, j'étais chef de la sécurité dans la propriété de Madonna à Hollywood. On aurait presque dit un château pas loin de l'autoroute Mulholland. Bugsy Siegel s'en servait comme bar clandestin et maison close à l'époque où il dirigeait la mafia dans les années 30 et 40. Madonna l'a racheté, elle a fait peindre des rayures et l'a baptisé Castillo del Lago, le château au bord du lac. Mon travail consistait à sécuriser la propriété, la surveiller et m'assurer que personne ne s'y introduise, et veiller à la sécurité de Madonna quand elle était là. J'habitais sur place. C'était juste après mon divorce et j'avais besoin d'un toit, donc c'était l'occasion rêvée. Il y avait eu plusieurs tentatives d'intrusion sur la propriété avant celle-ci, mais quand l'intrus a des problèmes psychologiques, rien ne l'empêche de venir vous trouver. Et s'il a du mal à entrer et qu'il a des réactions violentes, il n'hésitera pas à vous faire du mal. Le système de surveillance mis en place par Stevens traque le moindre recoin afin d'assurer la sécurité de Madonna. J'étais dans ma chambre où il y avait une télé, mais aussi 3 écrans de vidéosurveillance. C'est là que je visionnais les images de sécurité filmées dans toute la propriété. Dès qu'il y avait une trace d'activité suspecte, une petite alarme se déclenchait et je regardais immédiatement les écrans pour voir ce qui se passait. J'ai regardé un des écrans et j'ai vu un homme jeter des sacs par-dessus le grillage. J'ai pris mon arme à feu et je suis descendu l'accueillir. Stevens ignore alors que le visiteur importun est un homme dérangé, déterminé à faire du mal à Madonna et qu'il sait désormais où la trouver. Il m'a vu et il a fait demi-tour en courant. Il a vite balancé ses sacs de l'autre côté et il s'est enfui. J'ai prévenu la police de l'intrusion sans m'en inquiéter davantage. Les fans un peu trop véhéments n'ont rien de nouveau pour Madonna. Mais Stevens ne se doute pas qu'avec Robert Hoskins, la menace est plus grave que jamais. Souvent, il n'y a rien qui puisse arrêter les personnes qui traquent des célébrités suite à des troubles psychotiques. Environ 2 semaines plus tard, Madonna était au manoir. Elle était sortie courir avec son coach sportif. Le même individu s'est présenté à la porte et s'est mis à sonner. Il a dit « Je suis Robert Hoskins, Madonna est ma femme ». Le ton est vite monté entre les deux hommes. Stevens a demandé à Hoskins de partir, ce à quoi il a répondu « Toi, je vais te tuer, et elle, je vais lui trancher la gorge de part en part ». Il a dit à Stevens qu'il avait un mot à faire passer à Madonna et lui a demandé de le transmettre. Les mots de Robert Hoskins, griffonnés sur un texte religieux, sont une fenêtre ouverte sur sa propre réalité. Ce message était porteur de plusieurs informations. Il avait écrit ces mots sur un texte biblique rédigé par un prédicateur évangéliste du nom de Tony Alamo, qui avait lui-même été condamné. Je pense que le choix du texte sur lequel Robert Hoskins a écrit son message est assez intéressant et n'a rien d'anodin. Dans son message qu'il a écrit à la main, il fait part de son amour pour Madonna et de son désir qu'elle devienne sa femme pour toujours. Il y a même un passage où il s'excuse, mais on ne sait pas pourquoi. Le nom de naissance de Madonna est écrit sur le mot « souillé », qui comporte également une connotation de corruption morale. Et si on se penche sur le texte prétendu religieux, il est écrit que toute personne ayant des relations sexuelles autres qu'avec son époux doit être tuée. Nous ne savons toujours pas aujourd'hui si Robert Hoskins avait des ambitions typiques du syndrome du sauveur. Mais il semblerait, d'après ses agissements, qu'il essayait de la sauver d'elle-même. Que dans son esprit, elle trahissait sa vraie nature et il voulait qu'elle redevienne telle qu'elle était, c'est-à-dire Madonna Louise Ciccone. C'est sans doute pour cela qu'il a écrit son nom en travers du mot souillé. Ce message était assez inquiétant.
Alors Steve lui a tenu tête et il lui a dit « Dégage de là, tire-toi d'ici ». Hoskins s'est engagé sur le chemin qui descendait et au même moment, Madonna remontait ce même chemin en vélo avec son entraîneur. Elle est passée juste à côté de lui pendant qu'il partait et qu'elle revenait avec son coach. Le chemin qui menait jusqu'à sa propriété était également emprunté par les promeneurs pour faire le tour du lac. Il n'y avait rien d'inhabituel à croiser quelqu'un. Elle a fini par arriver devant le portail. Steve l'attendait et il s'est dépêché de la faire entrer parce qu'il ne savait pas si Hoskins allait revenir. J'ai demandé à l'unité de gestion des menaces de venir et je leur ai expliqué ce qui s'était passé auparavant, puis ce jour-là, et que ça faisait 2 fois que cet homme venait. Et il avait donné son nom. Il s'appelait Robert Dewey Hoskins. Ça lui était égal qu'on sache qui il était. L'heure est grave. Stevens contacte l'unité de gestion des menaces de la police de Los Angeles, une cellule spécialisée dans les affaires de harcèlement, et leur signale l'incident. D'un point de vue juridique, il a commis 2 infractions. La première, c'est d'avoir menacé Stevens de mort, ce qui est une menace criminelle. Et la seconde, d'avoir menacé de trancher la gorge de Madonna, ce qui est également une infraction criminelle. C'était donc un individu très dangereux qu'il fallait arrêter au plus vite. Malheureusement, puisque M. Hoskins vagabondait, il vivait dans les rues de Los Angeles et nous n'avions aucun moyen de le localiser. Stevens informe Madonna de la visite impromptue. Fidèle à elle-même, la chanteuse se concentre sur sa carrière dans le cinéma tout en adoucissant son image. Côté cœur, elle a fait une nouvelle rencontre. Quand Madonna tourne dans le film Evita en 1995, elle rencontre Carlos Leon, un entraîneur sportif. Tous les jours, ils font leur jogging à Central Park et ils sont bombardés par les paparazzi. Voilà que débarque cet inconnu qui n'a rien de Sean Penn, un coach sportif qui l'entraîne. Et ça y est, ils sont ensemble. Il y a forcément une histoire là-dessous. Il faut en savoir plus. C'est qui celui-ci? Il s'est retrouvé sous le feu des projecteurs, attaqué de toutes parts. Comment ce type sorti de nulle part s'est retrouvé en couple et père du premier enfant d'une des femmes les plus célèbres des 200 dernières années? La relation plus que publique de Madonna et Carlos ne fait que renforcer le désir d'Hoskins d'entrer en contact. La star, son chef de la sécurité et la police n'ont pas fini d'entendre parler de lui. C'était aussi un dimanche soir. Comme la fois précédente, il était environ 20 h. J'ai appelé la police pour signaler la présence d'un intrus. Et là, Hoskins décide de faire un petit plongeon. Mai 1995, Madonna est à New York sur le tournage du clip de son prochain single, Human Nature. Une occasion de s'éloigner de Los Angeles après 2 tentatives d'intrusion sur sa propriété par un homme perturbé du nom de Robert Dewey Hoskins. On m'a appelé pour me dire qu'il y aurait peut-être une affaire pour moi. Sauf que Hoskins était introuvable. En plus, la propriété de Madonna était perchée sur les collines, donc il y avait toutes sortes de cavités et de niches où il aurait pu se cacher. Il avait en quelque sorte disparu de la surface du globe. On a commencé à se dire qu'il ne reviendrait sans doute plus. Madonna ne se doute pas que Hoskins est prêt à tout pour approcher l'objet de son obsession. Stevens était dans le manoir à ce moment-là et il regardait les écrans de surveillance. Il a vu Hoskins et il a reconnu l'homme qui était venu la fois précédente et qui les avait menacés de mort, lui et Madonna. C'était aussi un dimanche soir. Comme la fois précédente, il était environ 20 h. Il a jeté ses sacs de l'autre côté du grillage et je l'ai repéré. J'ai appelé la police pour signaler la présence d'un intrus. Malheureusement, les tentatives d'intrusion ne sont pas une priorité pour la police de Los Angeles. Sans renfort, Stevens se rend compte qu'il est livré à lui-même. Et là, Hoskins décide de faire un petit plongeon. Il se déshabille, il entre dans la piscine et il se met à nager. Alors qu'il s'apprête à sortir, Steve vient à sa rencontre. Je l'ai tiré hors de la piscine et pendant qu'il remettait ses vêtements, je lui ai demandé plusieurs fois d'arrêter de fouiller dans son sac parce que je ne savais pas ce qu'il cherchait. Je lui ai dit, monsieur, calmez-vous, enfilez vos vêtements et on va attendre les policiers. Ils sont en route et on va tirer tout ça au clair. Et il m'a répondu, cette maison est à moi, c'est vous l'intrus. Partez immédiatement, sinon je n'hésiterai pas à vous tuer. Il s'est jeté sur moi, je n'avais aucune échappatoire. On s'est battu et il a serré les mains autour de ma gorge. Steve crie dans l'espoir que les renforts soient arrivés. Quelques secondes plus tard, il touchait mon arme et c'était son but, s'emparer du pistolet. J'ai senti une décharge d'adrénaline et là, je vais pour prendre mon arme et j'ai réussi à tirer 2 fois. Je le touche une fois de près à l'épaule et une fois de plus loin dans le ventre. Il s'est écroulé. Les 2 balles blessent Hoskins au ventre et à l'épaule. La police arrive, suivie de près par l'unité criminelle. Tout le monde pense que Hoskins ne survivra pas à ses blessures.
Ils se sont battus pour l'arme, et au vu de la situation, Stevens a tiré en légitime défense. Mais il y avait peu de chances que Hoskins survive à ses blessures. Il avait reçu 2 balles tirées depuis une arme de gros calibre. Mais comme pour les cafards, les pires espèces sont les plus résistantes. À la surprise générale, Hoskins est toujours en vie. Il raconte à la police qu'il a essayé de s'emparer de l'arme. Dieu merci, Robert Dewey Hoskins était complètement fou et il a raconté la vérité aux forces de police. C'est ce qui m'a sauvé. Hoskins est arrêté et envoyé à l'hôpital de Cedars-Sinai pour être soigné. L'affaire est confiée à la procureure Rhonda Sanders, alias la femme qui harcèle les harceleurs. J'ai déposé plainte après m'être entretenue avec Madonna parce que je voulais m'assurer qu'elle allait coopérer avec nous sur ce dossier. Quand je lui ai parlé au téléphone, elle m'a avoué être terrorisée. Elle a accepté de coopérer. Elle m'a également dit qu'elle voulait quitter Los Angeles. Elle faisait des cauchemars et à chaque fois qu'elle entendait un bruit quand elle essayait de s'endormir, elle restait éveillée toute la nuit parce qu'elle avait peur qu'il se soit échappé de l'hôpital et réintroduit chez elle. Elle était tout à fait coopérative à ce moment-là. Le 30 octobre 1995, le juge fixe une date de procès. Pour Rhonda Sanders, le temps est désormais compté. Elle doit obtenir un témoignage de la part de Madonna si elle veut condamner Hoskins. Mais la Madone a changé d'avis et refuse à présent de témoigner. Il y a certaines procédures à suivre dans le cadre des poursuites pénales. Et les lois qui définissent le harcèlement comportent des spécificités et certains éléments qui doivent être prouvés. C'est ce qui pousse parfois les procureurs à adopter des comportements inhabituels et qui peuvent dans certains cas traumatiser davantage la victime. Ce qui confirme également dans l'esprit du harceleur qu'il a effectivement une relation fondée avec sa victime puisqu'elle est là, qu'elle témoigne contre lui et qu'elle n'est qu'à quelques mètres. Elle venait tout juste d'obtenir le rôle d'Evita. C'était un grand moment pour sa carrière. C'était déjà une star internationale, mais c'était tout de même un film important. Le problème, c'est qu'à partir de l'audience de lecture de l'acte d'accusation, nous n'avions que 60 jours pour monter un dossier concret pour le procès, sinon l'affaire serait rejetée. La défense a refusé d'allonger ce délai, alors il fallait absolument que Madonna se présente au procès. Impossible de lui donner sa convocation en main propre, elle nous évitait. Si on n'arrivait pas à la convoquer, l'affaire serait rejetée. Est-ce que Hoskins serait libéré pour autant? Non. L'État de Californie nous autorise un raté et on a parfois droit à une seconde chance. L'affaire a été rejetée. J'ai pu porter à nouveau plainte. J'ai recommencé sans tarder et je me suis dit, on la fera venir au procès, peu importe ce que ça nous coûte. On avait toutes sortes de preuves, dont les images de surveillance, mais on n'avait pas la victime dans l'affaire. Elle était sa victime, il en avait après elle. Mais au moment du procès, je pense qu'elle ne voulait plus témoigner parce que c'était 6 mois plus tard, et elle ne voulait sans doute plus y penser. Madonna refuse de coopérer et multiplie les allers-retours entre New York et Los Angeles. La procureure Sanders se voit obligée d'envoyer des inspecteurs de police surveiller sa propriété afin de lui donner son assignation à comparaître. Une personne de son entourage nous a fait passer un message « Le chien est arrivé ». C'était un code parce qu'à chaque fois qu'elle quittait une de ses maisons, elle envoyait son chien en avance à l'endroit où elle comptait se rendre ensuite. Ça voulait dire qu'elle revenait en Californie. Assistée de l'inspecteur Andy Purdy, Rhonda prépare une assignation à comparaître pour convoquer la chanteuse. Lui remettre ne sera pas chose facile, mais la procureure sait qu'elle n'a pas d'autre choix. La convocation est prête. Andy n'a qu'une hâte, c'est d'y aller. Donc il s'en va et il se gare devant la propriété pour la surveiller. On savait que quand elle était en Californie, sa routine consistait à sortir faire son jogging tous les jours à 14 heures. Donc on savait à peu près quand elle allait sortir. Ça n'a pas loupé. Quand il est arrivé devant la maison, Madonna est sortie et s'est mise à courir. Andy et son collègue roulent à sa hauteur. Ils baissent la vitre de la voiture et essaient de lui donner l'assignation à comparaître en disant que ce procès est inévitable. Elle leur répond quelque chose d'assez grossier. Ça énerve beaucoup Andy, alors il sort de la voiture et se met à lui courir après. Il la rattrape, il lui glisse la convocation sous le bras et il lui dit « Rendez-vous au tribunal demain ». Elle lui répond quelque chose. Elle laisse l'assignation tomber par terre et elle continue de courir en plein dessus. Il y avait une trace de semelle sur le morceau de papier quand Andy me l'a rapporté. Je n'allais pas laisser cette affaire me glisser entre les doigts.
Hoskins allait finir derrière les barreaux et avec un peu de chance, il serait transféré dans un hôpital psychiatrique, là où était sa place. Donc Madonna allait venir témoigner au tribunal, que ça lui plaise ou non. La procureure ajoute un mandat à 5 millions de dollars. Madonna devra témoigner ou payer le prix de son absence. Pour l'inciter à venir au procès, j'ai rédigé un mandat de comparution à 5 millions de dollars et je l'ai présenté devant le jury. Je devais prouver qu'elle avait peur. Elle m'avait prévenu dès le début qu'elle était terrifiée et qu'elle faisait des cauchemars. Well, she was afraid she didn't want to come forward and face Mr. Hoskins as she testified under oath. Elle voulait que cette affaire soit traitée, mais elle ne voulait pas avoir à participer de quelque manière que ce soit. Son avocat m'a appelé pour me dire qu'elle n'était pas très contente de la tournure des événements. Il m'a demandé de bien vouloir laisser tomber le mandat et dit qu'elle viendrait témoigner. Très honnêtement, je lui ai répondu, c'est cela, oui. On avait déjà eu bien assez de mal à la trouver la première fois, le dossier avait été rejeté, alors une fois mais pas deux. La date du procès est fixée en janvier 1996. La Madone devra malgré tout faire face à l'homme psychologiquement perturbé qui avait promis de lui trancher la gorge. Les protagonistes de l'affaire ne vont pas tarder à découvrir la nature de la psychose de Hoskins. Dans cet interrogatoire, il explique tout son processus de réflexion et raconte que Madonna est la mère de l'univers, qu'elle est Dieu, qu'elle dirige le monde et qu'il essayait simplement de la retrouver au cours d'un voyage en car à Denver dans le Colorado, après l'avoir épousée lorsqu'elle avait encore la forme d'un homme. Janvier 1996. Robert Hoskins est jugé pour harcèlement envers Madonna. Le traqueur est également accusé de menaces terroristes et d'agression. À l'approche du procès, la procureure Rhonda Sanders reçoit un coup de téléphone glaçant d'une autre victime de Hoskins, son ex-femme. J'ai reçu un coup de fil de Gail Hoskins. Gail était l'ex-femme de Robert Hoskins. Elle avait lu mon nom dans le journal et elle m'appelait pour me supplier de faire en sorte que son ex-mari reste derrière les barreaux. Il s'était montré très violent avec elle, mais aussi avec leurs 5 enfants. Elle m'a raconté qu'un jour, il avait pris leur petit de 2 ans et l'avait poussé dans les escaliers. Il s'en est sorti avec un bras cassé. Il lui a dit que si elle allait le dénoncer à la police, il tuerait tous leurs enfants devant ses yeux. La pression est à son comble. Tout Hollywood frétille d'impatience. L'une des plus grandes stars du monde va témoigner en justice, caméras et photographes sont braqués à tous les coins de rue. C'est une véritable frénésie médiatique. Mais Madonna daignera-t-elle se présenter? D'un ton très théâtral, j'ai dit « J'appelle Madonna Ciccone à la barre ». C'est là qu'elle est entrée, vêtue d'un costume noir très sobre. Ses cheveux étaient attachés en chignon, elle portait peu de maquillage et elle est venue à la barre. Rhonda a réussi à faire venir Madonna au tribunal. Mais elle doit encore convaincre le jury de la légitimité de ses peurs. Sinon Hoskins sera relâché et la procureure n'a aucune intention que cela se produise. Je lui ai demandé « Vous ne vouliez pas venir, n'est-ce pas ?»« Non. »« Parce que vous avez peur de cet homme ?»« Oui. »« Alors pourquoi ne vouliez-vous pas témoigner ?» Je ne pose jamais une question si je ne connais pas déjà la réponse. Je savais ce qu'elle allait dire. Elle a répondu « J'étais réticente parce que la simple idée de me sentir perturbée face à cet homme dans cette salle me rendait malade. Il a menacé de me tuer, il a parlé de me souiller, et aujourd'hui, on a réalisé son plus grand rêve. Il a obtenu ce qu'il voulait, puisqu'il est assis à quelques mètres de moi. Hoskins ne se laisse pas impressionner par le témoignage effroyable de la star. Il montre sa dévotion avec une désinvolture déconcertante. Je suis assise à ma place. Et là, j'entends un bruit bizarre provenant de l'autre côté, du banc des accusés, où Hoskins est assis avec son avocat. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, je me rends compte que pendant que Madonna est en train de témoigner, Hoskins fredonne « Like a Virgin ». Dans sa cellule, le temps du procès, Hoskins ne semble pas se calmer. Il continue à crier haut et fort son obsession pour Madonna. Je reçois un coup de fil d'un surveillant de prison. Il était passé devant sa cellule, et sur un des murs, écrit en grosses lettres, il avait marqué « J'aime Madonna. Madonna m'aime ». Sous sa couchette, d'une écriture plus grosse encore, il avait écrit « Le harceleur de Madonna ». Il faut savoir qu'il était très fier d'être connu à travers toute la prison sous l'identité du « Material Man ». Du moins, c'est ce qu'on m'a raconté. Tout accusé présentant des troubles de la santé mentale doit être évalué par un professionnel. La procureure fait donc appel à 2 psychologues judiciaires confirmés pour évaluer Hoskins.
À environ la moitié de sa peine de prison, mon collègue Chris Mohandy s'est rendu au centre de détention. Il a interrogé Hoskins et filmé son entretien. Après avoir visionné ces images, il était évident pour nous deux qu'il souffrait d'importants troubles psychologiques. Il ne prenait plus d'amphétamine, donc nous avons pu conclure que la drogue n'était pas la cause principale de ses troubles psychologiques et qu'il souffrait d'une maladie mentale indépendante de sa consommation. Robert Hoskins était intimement convaincu qu'il y avait une entité Madonna, un être divin suprême qui existait depuis la nuit des temps et qu'il était capable de posséder plusieurs corps terrestres. Il croyait que Steve Stevens, le chef de la sécurité de Madonna, l'homme qui lui avait tiré dessus, n'était pas Steve Stevens. Pour lui, c'est l'être divin qui possédait le corps du chef de la sécurité à ce moment-là. Il pense donc que c'est Madonna qui lui a tiré dessus. L'entité Madonna habitait le corps de Steve Stevens. C'est ce qu'il m'a raconté la première fois que je lui ai parlé. Dans cet interrogatoire, il explique tout son processus de réflexion et raconte que Madonna est la mère de l'univers, qu'elle est Dieu, qu'elle dirige le monde et qu'il essayait simplement de la retrouver au cours d'un voyage en car à Denver dans le Colorado après l'avoir épousée lorsqu'elle avait encore la forme d'un homme. Tout ça a du sens pour lui. Il y a le monde physique et le monde des esprits. Il y a plusieurs éléments dans ces deux mondes qui s'imbriquent selon une logique propre à son délire. Et comprendre le monde de son délire nous permet de comprendre ce dont il est capable et pourquoi il fait tout ça. À l'issue du procès, Hoskins est jugé coupable de tous les faits qui lui sont reprochés. Harcèlement, menaces terroristes et agression de Steve Stevens. Il écope de 10 ans de prison. I spoke today with Madonna immediately after the verdict, and she asked me to release the following statement. Quote, I am very relieved that the defendant has been convicted in this case and justice has been served. I hope that the outcome of this case helps other stalking victims know that the system can and does work. À ce moment-là, en tant qu'inspecteur, je suis sur un petit nuage. Notre suspect est hors d'état de nuire. Madonna peut passer à autre chose et ça tombe bien. Elle a déjà quitté les États-Unis pour l'Angleterre. 15 ans plus tard, en 2011, Hoskins a purgé sa peine de prison initiale, prolongée dans un hôpital public. Mais rien de tout cela n'a mis fin à son obsession pour Madonna. Hoskins contacte le créateur de site internet Hodlebody afin de publier ses diatribes en ligne. Un homme d'un certain âge vient me voir et il se présente en me disant « Bonjour, je suis Robert Dewey Hoskins, le harceleur condamné de Madonna. » Alors là, je me dis « Ah oui, quand même. » Je lui ai dit que la première chose à faire, c'était de choisir un nom de domaine pour son site internet. Et il m'a répondu « harceleurcondamné de Madonna.com ». Le site internet de Robert Hoskins ne verra jamais le jour, mais son intention était de partager sa version des faits. Pourtant, ces vidéos ne font que révéler l'évolution inquiétante de son obsession. They just blowed everything out of proportion, just completely. So, I took it to court, got about 12 years, and done my time, and now it's my story. It's time for my story to come out now. I hope to get this completely resolved and go forth with my life, whatever's left of it. And I really hope that she could absolutely tell the truth this time. Absolutely. Instead of lying all the time. Thank you for listening to the Convicted Madonna Stalkers website. Au fil du temps, il s'est attribué une identité fictive, celle du mari de Madonna. Puis, une fois qu'il s'est mis à la harceler, après avoir été condamné par la justice pour ses actes et avoir passé plusieurs années derrière les barreaux, le grand public et les médias lui ont attribué une nouvelle identité en le surnommant le harceleur de Madonna. But this is my first peach cobbler I've ever made. And I'll tell you, I'll bet it's going to be good. Look at that. Man, oh, golly. Wow, this is the convicted Madonna stalker. And in his house. Aujourd'hui, au vu et au su de tous, c'est la toute première fois qu'il a une véritable identité. Mais c'est un problème. Personne ne serait fier d'un titre pareil, pas quand on est sain d'esprit. This is the convicted Madonna stalker living, trying to figure out how to live this life. Il a donné un sens à sa vie. Il est ravi de sa notoriété. This is the convicted Madonna stalker, 2009. And guess what? I wasn't guilty. Nothing crazy about me at all. Signing on. Thank you.
Suite à une nouvelle violation de propriété, Hoskins est renvoyé dans un hôpital psychiatrique. Il s'en échappe dans le but de se rendre à Indianapolis pour voir Madonna chanter au Super Bowl. Ça faisait 17 ans qu'il avait été arrêté et que le chef de la sécurité de Madonna lui avait tiré dessus. Il avait passé 10 ans en prison et 7 années supplémentaires dans un établissement psychiatrique. Et il était toujours aussi obnubilé par Madonna. Je pense que Hoskins sera à jamais focalisé sur Madonna, parce que ça fait plus de 20 ans que ça dure, et il n'a rien connu d'autre. Je pense que c'est un individu très dangereux, même s'il est sorti de l'hôpital psychiatrique. Aucun traitement concret ne lui a été administré et il refuse de prendre des médicaments. Il a dit « Pourquoi je suivrais un traitement? Il n'y a rien qui cloche chez moi. » Il est libre. Et j'imagine qu'il a repris sa vie de vagabond. J'ai entendu dire qu'il était sans abri. Nous ignorons où il est aujourd'hui. Il est toujours schizophrène et psychologiquement instable. C'est un individu très dangereux, je n'ai aucun doute là-dessus. Je pense qu'il est convaincu de sa vérité et très investi dans ses croyances. Reste à savoir s'il serait capable aujourd'hui d'agir sur la base de ses croyances, et je dirais que oui. Peu importe les scandales ou les problèmes personnels que Madonna a dû traverser, ils n'auront été que de brefs obstacles dans sa vie. Au fil du temps, elle a su s'imposer comme l'une des stars aux concerts les plus lucratifs dans le monde entier. Et elle n'a pas fini de nous en mettre plein les yeux. Chaque jour, de nouveaux crimes sont résolus à l'aide de caméras de surveillance. C'est elle, c'est elle. Des millions d'Américains sont filmés quotidiennement à leur insu. Mais ces images peuvent aussi constituer les preuves irréfutables qui permettent aux policiers de résoudre les enquêtes criminelles les plus complexes. En voyant les images, on a compris. Ils transportent un corps. Découvrez les toutes dernières affaires résolues à l'aide de ces caméras. Sans la vidéo, on n'aurait pas pu élucider cette affaire.